et il s'est perdu 3 jours et 3 nuits. Et c'est là où il a eu l'idée de créer, lui, le Paris-Dakar, en sens inverse du continent européen, pour rejoindre une ville mythique qui est après Dakar. Donc je me suis dit, au lieu de rouler sur cette piste sinueuse, tu vas te mettre sur la voie ferrée et là tu vas gagner un temps de fou. J'étais à 200 km/h sur cette balastre. Une ligne de chemin de fer va lui redonner espoir. C'est celle qu'emprunte le train pour acheminer le minerai de fer de Mauritanie. Entre Attar et Nouadhibou, Cyril Neveu est à plus de 160 km/h. C'est quoi un peu le souvenir forcément Dakar 86 pour tout le monde? C'est aussi l'accident d'hélicoptère de Thierry Sabine, de Daniel Balavoine et des 3 autres personnes qui étaient avec eux. Aller vite, conduire vite, vivre vite. Mais le 14 janvier 1986, tout s'arrête dans le désert malien, à bord d'un hélicoptère éclaté sur le sable. Daniel Balavoine et 4 autres passagers viennent de disparaître. Le jour où Sabine s'est tuée en hélicoptère avec Daniel, j'avais décidé d'arrêter le Dakar. J'avais dit non, je ne peux pas finir ce Dakar avec un organisateur qui n'est plus là et mes amis qui ne sont plus là. J'ai la chance d'essayer beaucoup de voitures différentes, rien de mieux pour choisir une auto qui te correspond à 100%. C'est maintenant possible pour toi aussi avec le satisfait ou remboursé d'Autosphère, le partenaire de notre émission. C'est simple, tu achètes la voiture que tu veux sur leur site ou dans la concession la plus proche de chez toi et tu as 30 jours pour savoir si oui ou non, c'est bien la voiture parfaite pour toi. Alors n'hésite pas, fonce chez Autosphère. Bienvenue dans la boîte à gants, on est l'émission qui reçoit des personnalités incroyables du monde de l'auto, de la moto. D'ailleurs, dites-nous en commentaire quel invité vous aimeriez qu'on invite, que ce soit plutôt du Dakar, que ce soit de la Formule 1, du MotoGP, de la motocross, peu importe. Pensez aussi à vous abonner, c'est super important les amis, et c'est comme ça que ça nous aide énormément pour soutenir la chaîne. Et d'ailleurs, je vous le dis aussi au passage, les épisodes sont disponibles en audio pour vos trajets autoroutiers. Salut Cyril. Oui, bonjour. Je suis ravi de te recevoir dans la boîte à gants, même si c'est toi qui nous invites en fait dans cet endroit absolument incroyable. Oui, en effet, oui. Bah là, je pense que les amoureux de la moto peuvent rêver, hein, puisque il faut savoir que les motos ne m'appartiennent pas toutes, hein, et j'ai toute la série du Dakar, pas mal de tout-terrain, mais un de mes amis m'a fait confiance. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Parce que comme je te le disais, l'épisode c'est aussi en audio, tu sais. Donc tu as gagné 5 fois le Dakar, mais avant tout, tu es un passionné. Comment tout ça a débuté? Alors oui, je suis un passionné bien évidemment, et puis je pense qu'on va raconter l'histoire qui était un peu improbable, mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'être baigné dans un milieu sportif déjà, hein, comme vous le savez peut-être pas, mais mon père a été champion du monde de canoë-kayak, donc ce qui a permis une fibre dans la maison sportive, et ce qui m'a permis d'être ce que je suis, pilote professionnel pendant 15 ans, et donc ça c'était une joie immense et puis un vrai bonheur. Et je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire ce que j'ai voulu, c'est-à-dire de vivre de sa passion. Je dois dire que ça n'a pas de prix. Comment tu débutes un peu cette passion pour la moto? Ça arrive très jeune. Tu dis ton père dans le canoë-kayak, a priori il n'y a aucun lien entre la moto et le canoë. Non, il n'y a aucun lien. Les écolos même pourraient se dire mais qu'est-ce qu'il fout sur sa moto? Il aurait dû rester dans un canoë. Alors il est vrai que à l'époque, dans les années 50, hein, où mon père a été champion du monde, eh bien la moto existait bien évidemment, les belles voitures existaient, et mon père était féru de moto et était féru de belles voitures. Et puis il construisait ses canoës-kayaks en fibre de verre. C'était un des premiers à avoir construit ces canoës en fibre de verre. Et il réparait bon nombre de motos ou de corvettes dans le garage, et j'ai baigné dans ce milieu. Et puis dès l'âge de 12-13 ans, j'ai été piquer la moto de mon père. Et je me suis aperçu que c'était une passion qui pouvait m'attirer, et puis que j'étais assez doué pour ça. Et puis grâce à mon père, j'ai pu faire
la première course qui était l'Abidjan-Nice, qui était une course avant le Dakar et qui m'a fait connaître l'Afrique et qui m'en a fait être passionné. Même avant ça, j'ai envie de dire plus ta période adolescence, tu commences par le trial. Oui. Donc en fait, si je comprends bien, l'esprit de compétition, c'est ton père qui te le donne. Mais le côté moto, c'est toi qui vas le chercher tout seul parce que tu piques un peu la moto dans le garage à 12 ans pour débuter. Tout de suite, tu performes quand tu commences la compétition? Alors, à l'âge de 14 ans, non, hein, mais à l'âge de 16 ans, oui. À l'âge de 16 ans, j'ai la chance d'avoir une trial. J'ai la chance d'avoir un concessionnaire local qui m'aide déjà. Et oui, je suis déjà champion de France, enfin non, champion de ligue, champion de ma région, je dirais. Et puis après, j'accède au championnat de France. Et là, je me bute parce que c'était une question aussi de taille. Le trial, faut quand même être un peu plus grand que moi. Et là, je me confronte à des géants. Mais je suis assez doué tout de suite en trial. Et c'est notamment par le trial que j'ai connu mon pote Auriol. Donc, ce qui est drôle. Donc tu deviens pote avec Hubert Auriol lors de compétitions de trial quand vous êtes encore jeune. Et après, tu arrives tout de suite sur la partie plus rallye raid, puisque c'est le début, hein, faut bien expliquer. C'est que maintenant, ça paraît établi, mais à cette époque-là, c'est les tout débuts, on est fin des années 70, milieu 70, on va dire. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Non, oui. Et j'entends parler par l'intermédiaire d'une personne aussi qui a marqué les rallye raids, qui est Fenouil, qui va faire ses premiers reconnaissances avec Jean-Claude Bertrand pour faire cet Abidjan-Nice. C'est-à-dire, on partait du continent africain pour rejoindre le continent européen, dont la France. Et je m'inscris à cette course un peu folle. Grâce encore à mon père, à mon frère, puisque là c'est vraiment une course familiale, puisque mon frère plutôt avait une Range Rover. Il dit c'est pas grave, on bricole la Range, je fais le Range avec mon père, et toi tu es à cheval sur la moto. Et on part à 3 avec deux véhicules complètement différents, moi la moto et mon frère et mon père avec un Range Rover, bourré de pièces détachées, bourré de nourriture, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, ces courses, il n'y avait pas d'organisation de nourriture le soir. On se débrouillait tout seul, par soi-même. Et puis ma mère avait la chance de connaître quelqu'un en Côte d'Ivoire qui nous a hébergés. Enfin, c'est une histoire improbable. Et je me retrouve satellisé 6e du classement général à 3 jours de l'arrivée à Nice. Et c'est comme ça que j'ai dit, mais ces courses-là, c'est génial. C'est là où j'ai connu Thierry Sabine, qui participait notamment à moto, puisqu'il faut savoir qu'il avait déjà créé l'Enduro du Touquet, auquel il organisait le Touquet, et il avait envie de faire cette course à Abidjan-Nice, et il s'est perdu 3 jours et 3 nuits, et c'est là où il a eu l'idée de créer, lui, le Paris-Dakar, en sens inverse du continent européen, pour rejoindre une ville mythique qui est après Dakar. C'est quand même dingue quand tu penses du fait de cette expérience qui aurait pu traumatiser la plupart des gens de se perdre pendant 3 jours. Lui, il s'est dit, je vais en mettre une couche et je vais créer le Paris-Dakar. Oui, d'abord, il s'est pris par passion de l'Afrique, je crois. Hein. Et puis, il s'est dit, l'Afrique, j'ai failli me perdre et ne plus jamais revenir. Et puis, finalement, l'Afrique m'a rendu et je suis vivant. Et comme il était déjà organisateur et qu'il aimait bien des courses un peu folles, déjà comme le Touquet, avoir créé le Touquet, c'était une course un peu folle parce que j'ai participé une quinzaine de fois, 1000 à 1500 personnes sur la plage du Touquet, c'était quand même assez fou. À l'époque, on pouvait encore le faire. Et puis, lui, il a eu, je dirais, l'audace de créer ce Paris-Dakar, cette première édition, où bien évidemment, je me suis inscrit. Donc à ce moment-là, ta motivation, c'est quoi? C'est découvrir le continent africain plus le côté compétition? Alors, non, j'avais quand même une petite réserve de me dire, tu as été bon en trial, mais ça n'a rien à voir avec la vitesse qu'on peut avoir sur les pistes africaines. Et puis, j'ai eu la chance déjà d'avoir du matériel prêté par un concessionnaire, que mon père revienne faire cette assistance qui était absolument fantastique, parce que quand vous avez votre père qui fait assistance, vous savez que ça va être nickel, hein, vous n'avez pas de problème à vous poser. Et puis j'avais un petit sombre espoir de bien réussir, puisque j'avais vu que j'étais quand même dans les clous avec l'Abidjan-Nice. Et puis évidemment, quand je gagne ce premier Dakar, là c'est l'apothéose, c'est fabuleux. C'est quoi la genèse un peu de ce premier Dakar? Parce que donc on est sur la première édition, hein, il n'y a pas eu d'autre avant. Non. Il y a Fenouil,
il y a aussi Auriol. Auriol qui arrive un peu au dernier moment et qui te dit j'ai envie de le faire avec vous, c'est ça? Oui, bah, Hubert, l'histoire est que Fenouil, qui était un spécialiste de ce genre de discipline, m'avait contacté et m'avait dit écoute, si on peut se regrouper tous les deux, faire un team, ça serait bien. Mais lui, il avait une BMW déjà, et moi une XT, c'est une Yamaha XT. Et donc, on monte ce team, et puis on est un petit peu à court d'argent, et voilà que 2 mois et demi avant le rallye, Hubert Auriol m'appelle, et il me dit Cyril, je veux absolument faire le rallye, mais il faut que tu me trouves quelque chose, une place, une moto. Je dis, mais Hubert, t'es gentil, mais on a monté notre team, ça paraît compliqué pour le faire. La seule solution, c'est qu'il faut que tu trouves vraiment beaucoup d'argent, et là, on peut peut-être trouver une solution. Hubert m'appelle 10 jours avant, 10 jours après, il me dit, j'ai trouvé de l'argent. J'ai dit, mais combien? J'ai dit, ok. Bon, j'ai dit, ok, on va rallonger le pick-up, on va mettre un mécano de plus dans le pick-up, et puis on va te faire l'assistant, je vais te faire ta moto, et puis tu auras exactement la même moto que moi, et on part à tous les trois. Bon, Fenouil faisait un peu la gueule, mais ça lui faisait économiser un peu d'argent, et on a réussi à faire ce team incroyable qui était Fenouil, Auriol et moi. Et je dirais qu'au milieu du rallye, on s'est retrouvés tous les trois en tête, 1, 2, 3, puisqu'il faut savoir qu'à cette époque, le rallye était tout confondu, auto, moto, camion, c'est-à-dire qu'on partait au milieu des motos, on partait au milieu des camions, on partait au milieu des voitures, et le classement général, le seul qui a gagné, c'est moi, j'ai gagné classement tout confondu, donc c'était incroyable. Et à ce moment-là, il y avait déjà plus de 200, 300 véhicules, quelque chose comme ça? Oui, on était, je crois, 200, 220 véhicules, 70 à 80 motos et autant en voiture, et puis après le complément en camion. À ce moment-là, l'engouement médiatique autour du Dakar, il prend tout de suite? Ou ça a pris un petit peu de temps? Parce que toi, tu y as participé par plaisir. Il n'y a pas un plan de carrière, il n'y a pas d'idée derrière à ce moment-là. Ah, pas du tout. Non, médiatiquement aussi, ça a explosé parce que Thierry Sabine avait eu l'intelligence de faire une course au mois de janvier, où c'était la trêve du football, où c'était la trêve de la Formule 1. Il n'y avait que le Monte-Carlo qui était très médiatique, mais on arrivait juste avant. Donc, si vous voulez, ça a été vite médiatisé. Et puis Thierry avait une telle aura qu'il a tout de suite embarqué l'équipe, notamment le journal L'équipe, qui était important. Et des radios comme RTL avec Max Meignier qui faisait un reportage tous les jours. Et il y avait un petit peu de télé, mais c'était encore un petit peu secret puisque la télé, c'était difficile de filmer sur place parce qu'il y avait peu d'hélicoptères, il n'y avait qu'un hélicoptère. Donc, si vous voulez, ça a été médiatisé, je dirais, à la sortie du rallye parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce que ces fous volants viennent faire en Afrique et prendre des risques de fous, quoi. Et à ce moment-là, toi, tu es un peu propulsé dans cette frénésie médiatique parce que tu as gagné la première édition du Dakar. Est-ce que tu sens un changement de l'amateur qui rentre à peine dans ses frais vers autre chose? Oui. Bah, moi, j'étais pas préparé à ça du tout. Déjà, faire des interviews, c'était compliqué. Je pouvais buter sur des mots. Quand Max Meignier m'a interviewé, quand la télé m'a interviewé, j'étais tellement ému que c'était difficile à comprendre. Puis j'avais 21 ans, donc avec aucune expérience des médias, aucune expérience de victoire. Et c'est vrai que j'ai été percuté. Et puis, c'est surtout que j'ai été repris par Yamaha, qui m'a dit, on ne peut pas te mettre dans le team officiel, mais on va te reprêter une moto, la même que les officiels. On va tout te payer pour le 2e Dakar, la voiture, la préparation pour ton père, pour qu'il te fasse assistance. Et comme par hasard, je regagne ce 2e Dakar. Donc là, on se dit, le petit, il est quand même doué pour gagner ce genre de course. Donc là, on s'intéresse vraiment à moi et on se dit, il y a une course qui vient de se créer et je pense qu'il y a des pilotes qui sont adaptés pour ce genre de course parce qu'il faut savoir que, je pourrais te l'expliquer, il ne suffit pas que d'aller vite sur le Dakar, il suffit aussi d'être bon navigateur. Et moi, je faisais partie des bons navigateurs, notamment comme Auriol, et puis j'étais aussi assez bon mécanicien grâce à une personne qui m'avait formé, qui était Marcel Seurat, puisqu'après, il faut savoir que j'ai roulé avec une Husqvarna dans l'enduro, où j'ai été champion de France en enduro en 82, et j'avais la chance de pouvoir rouler avec Honda et Husqvarna en enduro, ce qui me permettait de me préparer mieux que les autres. Comment tu le vis, le fait que Yamaha te mette pas pilote officiel l'année suivante, alors que tu viens de gagner le Dakar, donc
a priori, tu es le meilleur sur cette épreuve, même si elle débute, évidemment. Tu le vis mal, toi, en tant que... Bah, t'es jeune, tu disais, t'as 21, 22 ans. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je le vis pas bien. Je le vis pas bien. Avec Jean-Claude Olivier, il y a eu toujours un petit conflit. Je ne sais pas pourquoi. Alors, il me fait confiance quand même. Il me donne le matériel, il me paye tout. Mais j'en ai un petit peu voulu à la sortie du deuxième Dakar, où là, je gagne ces 2 Dakar avec une Yamaha. Et je ne suis pas pris dans le team directement pour cette 3e édition. Et là, c'est Honda qui vient me chercher. Et j'ai même pas cherché à comprendre. J'ai tout de suite été chez Honda. Bon, je l'ai regretté un petit peu parce que j'avais pas une moto. Je t'expliquerai après. Mais j'étais pilote officiel. Là, j'avais un statut de pilote officiel. J'avais une voiture de fonction. J'avais un salaire. Honda m'employait comme ambassadeur. Donc, si tu veux, oui, j'en ai voulu un petit peu à Honda, à Yamaha. Tu sais que là, quand je t'écoute, j'ai l'impression que la moto, le Dakar, a fortiori, ça a été un peu ton école de la vie, parce que, si je dis pas de bêtises, t'as pas spécialement fait de longues études, et que t'as plutôt appris, en tout cas tout ce que t'es maintenant, à travers ce vécu-là, finalement. Ah, complètement, je l'ai toujours dit. Oui, j'ai pas fait de brillantes études, hein. J'ai arrêté avant le bac, et je pense que c'était pas une volonté, mais c'était une opportunité pour moi, puisque j'ai gagné ce premier Dakar en faisant des études de kiné. Et j'ai dit à mon père, ben non, on va plus faire kiné, on va être professionnel dans la moto. Et l'école de la vie du Dakar m'a appris beaucoup de choses, et beaucoup d'humilité déjà, et beaucoup le sens de s'approprier, le sens de communiquer aussi, bien évidemment, et puis le sens d'aimer déjà l'Afrique, et d'être humble avec tout ce qu'on peut être, puisque le Dakar, c'est une leçon d'humilité avant tout, puisqu'on a des hauts et des bas, et de rage de vaincre aussi, puisqu'il m'est arrivé bon nombre d'années, comme le Dakar 81, où j'ai fini 25e et dernier, avec une moto qui n'arrêtait pas d'avoir des tas de problèmes, mais on se devait de finir le Dakar, puisque je venais d'être pilote professionnel avec Honda, et j'ai fait un point d'orgueil de me dire, il faut que je finisse ce Dakar. Et Honda, je pense, en a été récompensé, puisqu'après, ils m'ont donné une super moto en 82, auquel j'ai pu tout gagner, les rallyes que j'ai été aligné. Donc, avec la persévérance, on voit qu'on peut réussir. Justement, pour revenir sur 81, donc tu es signé pilote officiel Honda, donc là, tu as un certain confort, plus important évidemment que ce que tu avais chez Yamaha. Malheureusement, comme tu disais, la moto est mal née, on va dire. Ouais. Tu passes des moteurs, des cadres, enfin, c'est un enfer. Tu as eu tout de suite le réflexe, malgré ton jeune âge, de te dire, il faut que je reste pro et pas que je montre toutes les galères que j'ai, en tout cas publiquement, pour pas salir l'image de la marque, entre guillemets. Il y a aussi une petite anecdote par rapport au petit poussé. C'est cette année-là? Oui, c'était cette année-là, en effet. Comme tu l'as évoqué, j'ai cassé 7 moteurs, et dont 2 fois dans la même journée. Donc le team a décidé d'arrêter des pilotes pour que moi je puisse finir cette édition. Et notamment, une fois que j'ai cassé un moteur, j'étais en parallèle d'une piste. J'étais pas totalement égaré, mais j'étais en parallèle de la bonne piste où tout le monde passait. Et j'entendais des bruits au loin me disant « Mais t'es trompé, c'est pas la bonne piste. » Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lâché ma moto, j'ai pris mes petites affaires, j'ai laissé mon casque sur la moto, et j'ai été où il me semblait, où il y avait les bruits et qui pourrait être la piste la bonne. Et en effet, j'ai bien joué mais je me suis dit, finalement, si tu quittes ta moto, tu vas jamais la retrouver. Donc, j'ai fait des cairns, c'est-à-dire des tas de cailloux tous les 100 mètres pour pouvoir repérer où j'étais venu, où j'étais passé, parce qu'après, les traces s'effaçaient très rapidement. Et puis, je suis tombé sur la bonne piste, et par bonheur, le Toyota qui me faisait l'assistance arrive 5 minutes après, et me dit « Mais qu'est-ce que tu fous là? T'es tout seul ?» J'ai dit « Oui, ma moto, elle est à 3 km là. » Elle me dit « Elle est à 3 km ?» J'ai dit « Oui, elle est à 3 km sur une piste parallèle. » Elle me dit « On va jamais la retrouver. » J'ai dit « T'inquiète pas, si j'ai fait des tas de cailloux, on va la retrouver. » Et notamment, la nuit tombée, on a retrouvé ma moto, on a changé le moteur, je me suis remis à cheval sur la moto, avec les phares de la voiture. Après, c'était trop dangereux, j'ai dit « Moi, je me démerde, je roule tout seul. » Et je suis arrivé avant eux,
mais bien fatigué. Je vais bien te croire. Donc tu continues avec Honda l'année suivante, et là, comme tu le disais, la résilience porte ses fruits, puisque là, tu as une moto absolument incroyable, tu gagnes tout. C'est quoi ce sentiment que tu as à ce moment-là? Bah, c'est un sentiment incroyable. On la voit là, c'est cette moto. J'ai réussi à la garder. Bah déjà j'étais très content de pouvoir renouer avec la victoire au Dakar, parce que je prouvais que bah, en 4 victoires, j'en avais gagné 3. Donc j'étais franchement l'homme à abattre. Hein. En 4 participations, tu t'en gagnes Ouais, 3. 4 participations, j'en gagne 3. Bah là, les médias se jettent sur moi. Je commence vraiment à être médiatique. Et en plus, j'ai une attachée de presse qui me fait faire des émissions people. Je commence à côtoyer des people. Donc là, ma vie change totalement. Et puis, il est vrai que Honda ne s'était pas inscrit aux autres courses, mais je l'oblige à faire les autres courses. Et je lui prouve que je gagne toutes ces courses. Donc là, je suis vraiment le pilote qu'il faut conserver et qu'il faut choyer un petit peu plus. Bon, après, il est vrai qu'on s'est aperçu que les BMW allaient beaucoup plus vite que nous. Alors, je commence à râler déjà à 83, 84, 85. Là, ça commence, la mayonnaise commence à monter en leur disant, il faut absolument que vous nous fassiez un bicylindre, sinon je vais partir. Et ces années ont été un peu le purgatoire, parce qu'on se battait un peu contre David et Goliath, notamment contre Auriol, contre Gaston Rayet, qui avait des bicylindres. Et nous, dès que les spéciales étaient un peu techniques, on pouvait rivaliser, mais dès que les spéciales étaient roulantes, on se faisait mettre un quart d'heure et c'était impossible de les remonter, même sur le technique. Donc c'était un peu frustrant. J'ai quand même réussi à faire dans des places d'honneur, mais pas les places que je souhaitais. Tu parlais tout à l'heure de Hubert Auriol, donc ton pote d'enfance, on peut dire presque. À ce moment-là, vous arrivez à rester amis malgré la rivalité, parce que c'est les meilleurs ennemis, entre guillemets, sur le terrain. Alors c'est un peu comme au rugby, hein. Tu sais qu'au rugby, ils se châtaignent sur le terrain, mais après il y a la troisième mi-temps. Et en troisième mi-temps, ouais, on arrivait à faire des fiestas. Alors il est vrai que sur le terrain, c'était la guerre. Hein, c'était la guerre. Avant, c'était la guerre par médias interposés. Et après, ça pouvait être la guerre aussi par médias interposés. Mais on arrivait à se côtoyer, dîner chez lui, dîner chez moi. Non, bon, il est vrai que on n'avait peut-être plus la même fibre qu'on avait au premier Dakar, parce qu'on savait qu'on était des adversaires et qu'on allait lutter âprement sur les rallyes. Mais ça restait un pote, et ça l'a toujours été jusqu'au dernier souffle. Tu parlais de bicylindre. Tu as attendu pendant quelques années qu'Honda arrive avec ce bicylindre. Finalement, tu as la NXR qui arrive. Tu sais à quel point cette moto est chère à mon cœur, parce que j'adore l'Africa Twin, parce que c'est le prototype de l'Africa Twin. Exact. Comment ça se passe, la mise au point de cette moto? Tu captes tout de suite que c'est une tueuse? Alors oui, on a la chance dans 85 de rouler avec une des motos qui est là, qui est un monocylindre. Mais au milieu d'année, Honda me convoque en me disant, écoute, le cahier des charges que vous avez fait, les pilotes, a été produit par les Japonais, et ils nous convoquent pour aller faire des tests en grandeur nature sur le terrain, c'est-à-dire directement en Afrique, à Agadez. Ils me disent, on a affrété un avion, on vous met dans l'avion avec les motos et on va faire des tests avec cette moto. Et là, je tombe sur cette NXR avec ce bicylindre, avec une moto relativement basse. Pour moi, c'était pas mal. Surtout basse en poids, et on roule dessus, et là on s'aperçoit que c'est fabuleux tout de suite. Une moto hyper maniable, une moto pas avec le poids trop haut qui pouvait nous poser des tas de problèmes. On donne quelques détails, mais évidemment moi je règle la moto et je demande aux Japonais de la régler par rapport à ma taille. Les Japonais me disent tout de suite oui. On s'aperçoit que plein de matériaux étaient là, du titane, du composite, du Kevlar. On voit que la HRC a fait une moto de folie. Et là, ça y est, je me dis, c'est bon, on va pouvoir faire des résultats. Et notamment, 86. Là, j'ai une moto super belle, en plus, avec des couleurs Rothmans, avec un équipier aussi de rotor, puisque j'avais le champion du monde d'enduro. J'avais Gilles Lallet à mes côtés, Jean-Michel Baron. Donc, j'avais une équipe forte. Et là, je me suis dit, faut que tu te prépares
très 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 bien physiquement et très bien moralement, psychologiquement pour pouvoir battre déjà tes équipiers et battre les autres. Tu as été un des premiers justement à te préoccuper vachement de tous les sacrifices qu'il faut faire pour être au top physiquement de ta condition au moment du Dakar. Tu as toujours mis un point d'honneur aussi. Oui, j'étais professionnel. Je me suis dit, si t'es professionnel, faut l'être jusqu'au bout des ongles, hein, et même jusqu'à médiatiquement, à pas raconter n'importe quoi, à savoir parler, à être posé, à être habillé quand il fallait être habillé. Et puis après, j'avais quand même mon franc-parler, et c'est ce qui faisait un petit peu la différence. Et je dirais que c'est ce qui faisait l'ADN de ce que je suis. Mais c'est vrai que j'ai poussé à beaucoup les choses pour l'entraînement physique. Et c'est peut-être comme ça que, notamment, l'année suivante, j'ai réussi à battre Hubert, qui avait une moto performante. Et là, c'est vrai qu'en 86, on a vu aussi Hubert avec une Cagiva et avec aux couleurs de Ligier. On s'est dit, c'est quoi cette moto? Ça y est, plusieurs constructeurs viennent avec des bicylindres. Il n'y a pas que BMW. Il y a aussi Yamaha qui était venu avec un 4 cylindres, mais qui était pas bon. Jean-Claude Olivier avait décidé de faire ça, mais elle était trop lourde. Et puis moi, la NXR, on s'est aperçu qu'avec Gilles Lallet, on s'est battus tous les deux pour la victoire. C'est quoi un peu le souvenir forcément Dakar 86 pour tout le monde? C'est aussi l'accident d'hélicoptère de Thierry Sabine, de Daniel Balavoine et des 3 autres personnes qui étaient avec eux. Oui, c'était un Dakar qui m'a marqué parce que, bien évidemment, je voulais le gagner. J'ai été en tête quand notamment Thierry Sabine est décédé, avec une pression d'enfer de Gilles Lallet. Et le jour où Sabine s'est tué en hélicoptère avec Daniel, j'avais décidé d'arrêter le Dakar. J'avais dit, non, je ne peux pas finir ce Dakar avec un organisateur qui n'est plus là et mes amis qui sont plus là. Bon, le team et la femme de Thierry, qui était Suzanne, m'a convaincu à dire non, il faut absolument que tu finisses ce Dakar, puisque tu es quand même un peu l'emblème du Dakar, tu as gagné 3 Dakars. Non, on m'a convaincu de finir ce Dakar à n'importe quelle place. Hein. Ils m'ont dit, faut que tu finisses. Bon, j'ai décidé de finir ce Dakar, et puis finalement, j'ai dit, s'il faut finir ce Dakar, il faut le finir en beauté, ne serait-ce que pour donner en mémoire à Thierry cette belle victoire et cette 4e victoire. Ce que j'ai fait, qui a été une chose très difficile, parce que j'ai vraiment souffert. J'ai eu à 4 jours de l'arrivée, j'ai explosé une roue. Les rayons étaient totalement dérayonnés, la roue. Et j'ai eu, par bonheur, un équipier qui était François Cherlia, qui est venu 5 minutes derrière moi, qui a démonté sa roue, qui m'a donné sa roue. Et j'ai perdu 6 minutes, 7 minutes sur Gilles Lallet qui avait remporté l'étape, mais il n'avait pas encore remporté le Dakar, puisqu'il avait encore 20 minutes de retard. Et donc ces 20 minutes, j'ai dit, il faut que tu les conserves jusqu'au bout, et c'est ce que j'ai fait. Et je dois dire que c'était un des Dakars où j'ai eu la pression le plus, puisque j'avais la pression de la mort de mes 2 amis, qui étaient Thierry et Balavoine, et puis la pression d'un équipier qui voulait pas se laisser faire, qui a été champion du monde d'enduro. Quel souvenir tu gardes de cette journée? Parce que je crois que la journée, malheureusement, où il y a cet accident, toi tu me disais que c'était en course une journée assez spéciale aussi, c'est que vous êtes arrivé de nuit, il y a eu des tempêtes de sable, c'était un peu cataclysmique, pardon. Oui, c'était vraiment une étape de folie, puisque je crois qu'on avait fait 950 km avec 650 de spéciales, et dont une spéciale qui était qu'on arrivait au bord du Niger avec un vent de sable de folie. Peu de monde est arrivé de jour. Je crois qu'on est arrivé 3-4 motards de jour et aucune voiture de jour. Tout le monde est arrivé de nuit. Donc une spéciale très, très éprouvante physiquement, très éprouvante par la condition météo. Et puis quand on a une suspicion de se dire il y a eu un drame dans la spéciale, on l'a su nous qu'à 3h du matin. On savait que Thierry n'était pas là, on ne savait pas ce qui se passait, on ne savait pas ce qu'on devenait le lendemain, puisque c'était lui le chef d'orchestre qui nous faisait le briefing. Et puis quand on a su qu'il s'était tué, ça a été très très dur.
On s'est dit, bah, c'est fini, le Dakar n'existe plus, le Dakar est annulé. Ce qui nous paraissait normal. On nous a dit, bah, le lendemain, vous allez rebrousser chemin. On a rebroussé chemin, on est passé devant cet hélicoptère qui était décomposé. Ça a été très très dur pour moi, pour tout le monde, de savoir que, bah, bon, mais évidemment, les corps étaient plus là, mais on savait que l'accident s'était produit. Donc oui, ça a été dur. Et puis finalement, arrivé à Niamey, Patrick Verdois, le collaborateur de Sabine et Gilbert Sabine, qui était arrivé suite au décès de son fils, et puis surtout Suzanne, la compagne nous a dit non, finalement le Dakar va continuer. On a eu cette étape de neutralisation et on va finir le Dakar à partir de Niamey, et on va finir le Dakar comme il se doit pour rendre hommage à Thierry. Et donc on est tous repartis, plus ou moins le cœur serré, à finir ce Dakar. Tu le finis, tu le gagnes, alors que Gilles Lallette te met une pression de fou. À quoi tu penses à ce moment-là? Tu te dis j'arrête après cette victoire? Alors non, parce que Honda me dit on reconduit ton contrat dès l'arrivée du Dakar avec la même moto. Donc la passion étant, je me dis alors évidemment Thierry n'est plus là, l'organisateur. On a eu tout de suite des échos que ça allait être un mec brillant qui était René Medj, qui allait prendre les manettes, et Gilbert Sabine, bien sûr, le directeur de l'épreuve, et René Medj qui allait manager tout ça, et puis Suzanne toujours derrière. Donc non, j'ai pas eu le réflexe de dire j'arrête, j'ai dit je continue, puis avec la même moto. T'avais ce combo gagnant qui amène en 87 avec ce duel presque fratricide, j'ai envie de dire, avec ton pote Hubert Auriol, qui a fait, je pense, vibrer tant de gens. Ça a été un combat à base de je te pique une demi-heure, je te repique une demi-heure. C'est quoi un peu toutes les souvenirs que tu en gardes? Bah, c'est des souvenirs mémorables, hein, parce que en effet, on avait fait une course d'intox de folie tous les deux. T'as fait quoi comme petit coup foré, justement Bah, des coups fourrés, j'en ai eu, puisqu'il faut savoir que à l'époque, on ne partait plus dans l'ordre du classement général, on partait dans l'ordre du classement de la veille, c'est-à-dire celui qui avait remporté la veille partait le premier, et après ainsi de suite. Et c'était toujours assez pénalisant de partir le premier quand on partait dans des épreuves de navigation, c'est-à-dire des épreuves où on savait qu'il fallait perdre un peu de temps pour naviguer. Eh ben, une épreuve juste avant d'épreuve de navigation, j'étais pratiquement en tête, et finalement j'ai dit mais t'es con, si tu pars demain en tête, tu vas perdre du temps. Donc je me suis planqué dans une case d'un village pour éviter d'être premier, et j'ai vu deux motards passer, je ne sais plus qui c'était à l'époque. Et finalement, j'ai dit, ils vont gagner à spécial, donc je vais me pointer derrière. Et c'est ce que j'ai fait. Et je me suis retrouvé troisième. Et puis finalement, de troisième, hop, j'ai gagné l'étape d'après, parce que c'était en nave, parce que c'était facile de remonter le temps. Quand tu naviguais devant, tu perdais toujours forcément du temps. Alors donc ça, c'est des petites astuces. Et puis Hubert m'en a fait, lui, me faisant croire qu'il était malade et qu'il n'était pas malade. On s'est fait des coups d'intox de folie, et puis on se parlait par la presse interposée en disant de toute façon il gagnera jamais ce Dakar, moi je ferai jamais deuxième, surtout derrière Hubert Auriol, ça m'intéresse pas, je ferai tout pour gagner, et je mettais une pression d'enfer. Et cette année-là j'étais encore surpréparé physiquement, et certainement mieux préparé physiquement qu'Hubert, et surtout mentalement, puisque je venais de gagner 4 Dakar en 6 participations. J'ai dit de toute façon, 8 participations, pardon. Et j'ai dit de toute façon, celui-là, je vais le gagner encore. Et surtout, si Hubert Auriol est en tête, c'est pas possible. J'ai l'impression que cette édition-là, l'esprit de compétition entre vous deux était à son paroxysme, parce que, tu me dis si je me trompe, mais j'ai du mal à visualiser sur cette édition qu'il y avait encore des moments où vous étiez complices et où vous n'étiez pas en train de penser qu'est-ce que je peux faire comme petit coup pour prendre un petit avantage, quoi. Oui, non, là c'était la guerre, hein. Là, il n'y avait plus de copains.
Mais avec son sourire narquois, Hubert, je savais qu'il pouvait craquer. Et Hubert cachait bien toutes ces failles. Et moi, j'avais du mal à les cacher, ces failles. J'étais plus brute de pomme que lui. Mais après j'ai appris qu'il était bien fatigué, qu'il avait une pression d'enfer et que cette pression avait joué énormément sur ce qui est arrivé et ce qui a été triste, parce que je ne voulais pas gagner ce Dakar, et je l'ai dit à la fin, sur des conditions qui sont passées, c'est-à-dire sur une chute et les blessures qui ont laissé quelques séquelles. Mais si vous voulez, c'était le jeu aussi de mettre une pression et qu'il arrive à ce qui est arrivé. C'est pas ce que je souhaitais, bien évidemment. Et je pense qu'on l'a vu sur les images, que j'étais un peu effondré et c'était pas du chiquet. Parce que je voulais gagner évidemment ce Dakar, mais pas dans ces conditions, et je m'apercevais même pas que j'étais en tête de ce Dakar à une journée de la fin avec cet accident. Oui, tu voulais juste le battre à la loyale. Oui, et c'est ce que j'étais en train de faire, avoir grignoté minute par minute, et je lui ai dit jusqu'à la ligne d'arrivée, tout peut arriver. Juste pour montrer à quel point tu étais déterminé, il y a cette fameuse anecdote où tu as roulé sur une voie de chemin de fer. Oui. C'est quoi cette histoire? Est-ce que tu peux raconter un petit peu? Oui, ça c'est une étape mythique, puisque je me retrouve avec 1h15 de retard, et je vois Hubert Auriol sur cette piste sinueuse au bord du chemin de fer, crever. Et je dis putain, mais là c'est l'opportunité pour que tu reprennes du temps. Et donc je le vois galérer à changer sa chambre à air. Et là, je dis, l'opportunité que tu as, c'est de gagner vraiment le maximum de temps. Donc, je me suis dit, au lieu de rouler sur cette piste sinueuse, tu vas te mettre sur la voie ferrée, au milieu de la voie ferrée, et là, tu vas gagner un temps de fou. Et en effet, j'étais à 200 km/h sur cette balastre. Une ligne de chemin de fer va lui redonner espoir. C'est celle qu'emprunte le train pour acheminer le minerai de fer de Mauritanie. Et on voit des images où ma moto vacille, parce qu'il fallait savoir que le ballast est très imprégné de gasoil, puisque c'était le train de minerai entre Nouakchott et Nouadhibou qui était surchargé. Et c'est pour ça que ce train faisait des lames de couteau et projetait sur la piste des lames de couteau, et c'est comme ça qu'on crevait. Et donc moi j'ai dit, il faut pas que tu crèves, tu vas rouler. J'ai roulé 150 km, enfin non, oui, je me rappelle plus, une centaine de kilomètres sur cette voie ferrée, et j'ai gagné un temps de fou, puisque Hubert a recrevé une deuxième fois. Il a attendu une chambre à air d'un autre pilote qui lui a donné une chambre à air, et là j'ai regagné pratiquement, pas tout le temps, mais j'ai gagné pratiquement 1 heure sur le temps qu'avait Hubert d'avance. Et donc là, cette étape-là a été de folie, puisque lui a eu des malheurs, moi j'ai eu l'opportunité de rouler sur cette voie de chemin de fer, qui n'était pas forcément tolérée, mais tout le monde personne n'a rien dit, puisque je savais très bien que la piste était au bord. Bon, c'est vrai que c'était pas facile à comprendre, mais j'ai joué ce coup de poker, puisque je pouvais aussi m'éclater sur un ballast qui n'existait plus aussi. Hein. Tu te rendais compte à ce moment-là des risques que tu prenais? Non, inconscient total. Là, cette année-là, de toute façon, c'est ce que j'ai dit, c'était l'année où j'ai pris 115-120% de risque, ce que je ne faisais absolument pas avant. Je roulais toujours à mes 80% de mes possibilités. Et là, je me suis surpassé parce que je voulais absolument gagner ce Dakar contre Hubert. Tu disais tout à l'heure, malheureusement, malheureusement, tu gagnes ce Dakar, mais malheureusement, tu le gagnes dans des conditions que tu aurais préféré autres. Il se pète les 2 chevilles, Hubert. Et il arrive, il y a cette fameuse phrase où il dit j'arrête la moto, Cyril est trop fort. Quand tu l'entends dire ça, qu'est-ce que tu ressens? Beaucoup d'humilité, et je dois dire que Hubert a eu des mots forts, et de sa part, c'était emblématique, parce que dire Cyril était trop fort, oui, ça fait plaisir, et ça fait un peu de mal aussi, parce que j'estimais Hubert. Bon, je l'ai battu, c'est ma 5e victoire.
c'est fabuleux pour moi. Mais je réalise pas encore tant que j'ai pas franchi cette ligne d'arrivée, et puis tant que je suis pas rentré, même en France, à m'apercevoir que bah là, médiatiquement, on explose, et on explose tous les deux. Et ce qui nous a permis de faire un bouquin que tout le monde s'arrache, une histoire d'homme, où on raconte toutes ces anecdotes, où notamment on s'est fait des coups fourrés, et j'apprends des tas de choses dans ce bouquin que je ne savais pas sur place. Et lui, pareil. Et on se dit, mais on se ressent, quoi. Et on se dit, on a la même niaque, quoi. Et ça, c'est fabuleux. Tu disais tout à l'heure par rapport au coup fourré, parce que je trouve ça vachement intéressant pour comprendre un peu plus le Dakar, c'est que tu es un super pilote d'enduro, mais tu n'es peut-être pas le meilleur pilote d'enduro. Tu en parlais aussi de la taille qui t'a peut-être désavantagé des fois, parce que je pense à une chute. Ça devait être sûrement plus compliqué pour toi de repartir des fois que pour d'autres. Comment tu expliques que tu arrives à gagner 5 Dakar, alors potentiellement sur le papier, je dis bien sur le papier, tu n'étais pas forcément le meilleur? Bah, j'avais la combinaison, à mon avis, d'être le meilleur, c'est-à-dire la combinaison d'aller vite, mais pas forcément le plus vite, ça c'est certain. Je me suis battu contre des champions du monde de motocross, des champions du monde d'enduro, qui allaient forcément plus vite que moi, mais j'étais quand même bon navigateur, j'avais un moral d'enfer, et je pense que le moral avait fait pour beaucoup. Alors j'avais des coups de gueule, c'est vrai, j'ai eu des coups de mou, mais je me reprenais à chaque fois, et j'avais une condition physique extraordinaire qui me faisait récupérer certainement mieux que d'autres. Et je pense que c'est ce Merlin Pot qui a fait que j'étais adapté pour faire ce genre de course. Et puis on ne réussit pas une carrière aussi longue sans avoir beaucoup de qualités. Je pense que j'avais pas forcément les meilleures qualités au monde dans chaque discipline, comme tu l'as évoqué, mais j'étais bon dans pas mal de choses. Et puis je pense que j'avais la rage de vaincre, et ça, je pense que ça, c'est important. Et puis j'avais une connaissance de ce terrain et l'amour de l'Afrique qui me faisait transcender. Tu sais, tu avais plein de surnoms, dont l'Indien, qui pourrait amener ce côté guerrier un petit peu. Est-ce que tu as d'autres anecdotes comme ça, de petits stratagèmes que tu as pu utiliser? Je pense notamment au ravito. Je sais que c'était toujours des zones un petit peu sombres où il se passait pas mal de choses. T'as des idées qui te viennent en tête comme ça? Oui, c'est vrai que jusqu'à 86 ou 7, je me rappelle plus. Et il faut savoir que mais non, même en 87, les zones de ravitaillement étaient prises sur le temps. Donc il ne fallait absolument pas perdre de temps. Donc moi j'avais des petits stratagèmes, c'est-à-dire que j'avais des gros billets dans ma poche, et je tendais des gros billets aux Africains, parce qu'il faut savoir, c'est les Africains qui nous donnaient l'essence, enfin, qui nous vendaient l'essence, puisqu'on achetait l'essence. Et quand on tendait un billet à l'époque 500, je peux vous dire que ces Africains, ils venaient tout de suite vers vous, et ils vous faisaient le plein plus rapidement que les autres. Et donc ça, c'était des petits stratagèmes qui n'étaient pas très très louables, hein, j'avoue. Hein. Mais bon, j'avais l'argent des teams, donc je pouvais me permettre. Et je pense qu'ils m'en veulent pas d'avoir dépensé plus qu'il n'en fallait, parce que je leur laissais la monnaie. Hein. Il n'y a pas d'autres stratégies comme, tu vois, je pense à ça bêtement maintenant que tu m'en parles, de par exemple acheter toute l'essence pour qu'au final, les mecs qui arrivent après, et tout simplement plus d'essence, quoi. Alors non, là, tu donnes un piège, oui. Non, il faut savoir que une année, à un Dakar que j'ai pas gagné, notamment, mais l'organisation, le point d'essence n'était pas là, sur une spéciale. Et donc, bien évidemment, tous les motards, nous sommes arrivés, pas d'essence. Là, c'était la panique à bord. Moi, j'ai tout de suite réfléchi. J'ai regardé ma carte, j'ai fait un petit point. J'ai dit, je sais qu'il y a un village où je pense que je peux trouver de l'essence. Donc j'ai pris ma moto, je me suis un peu éloigné de tout le monde, et j'ai pris la route pour aller directement à l'essence. Bon, heureusement, j'avais suffisamment d'essence, puisque moi, il faut savoir que mes gourdes d'eau, je mettais de l'essence. Bon, ça, c'était pas ce que je faisais de mieux, mais j'avais 3 litres d'essence au lieu de l'eau. Donc j'avais une petite réserve. Et je suis arrivé dans ce village, j'ai été perdre du temps, j'ai vu le chef du village. Et le chef du village a dit, oui, j'ai de l'essence, j'ai un fût, mais il faut acheter le fût. J'ai dit, pas de problème, j'achète le fût. Donc j'ai acheté le fût. Là, les motards commençaient à arriver, certains. Et j'ai dit, là, j'ai acheté le fût, mais tu le vides par terre. Je veux pas que les concurrents, les autres aient de l'essence. Bon, c'est dégueulasse de ma part, hein. Mais je l'ai à moitié fait. Et puis après, je suis parti, j'ai pas cherché à comprendre. Bon, il y a 2-3 pilotes qui ont réussi à récupérer un peu d'essence. Et moi, je suis arrivé avec 3 heures d'avance, enfin même pas, enfin peut-être pas, mais 1 heure et demie d'avance sur tout le monde.
Et ils m'ont dit, mais comment t'as fait? Et j'ai dit, voilà, je me suis démerdé, je suis arrivé à l'étape. J'espère qu'elle va être valorisée, cette étape. Et malheureusement, ils ont annulé l'étape. Donc, tout ce que j'avais pu faire comme stratagème n'a pas été payant. Mais ça, c'était, tu vois, une culture que je connaissais l'Afrique. Et je me suis dit, moi, je vais me démerder, je vais arriver quand même à l'étape. Mais il faut aussi comprendre, et je dis ça aussi pour les plus jeunes, que le Dakar, à cette époque-là, t'étais pas le seul à faire ça. C'était une monnaie courante. Hein. Bah, c'est la course à la démerde. Hein. Et il fallait être avant tout démerdard. Et je pense que je l'étais. Et c'était le plus malin qui avait trouvé des solutions pour pouvoir trouver des solutions pour arriver à l'étape. Alors, ça a été ça, ça a été d'autres choses, ça a été des choses comme trouver de la nourriture quand il n'y en avait pas, ou des choses. Mais l'expérience aidait pour beaucoup, bien évidemment. T'en as d'autres des histoires comme ça qui te viennent en tête par rapport à ça? Non, pas là, mais bon, je peux tout raconter. Bon, non, mais je dois dire que, de toute façon, l'Afrique étant, il fallait savoir se débrouiller par soi-même. Et ça, je pense que c'était un des plus grands critères de réussite. C'était de se débrouiller. Et la personne qui allait la fleur au fusil était à peu près sûre de se planter. Tu sais, j'ai fait un épisode avec Harry Vatanen aussi. Forcément, il y a une histoire dont on parle souvent, c'est l'histoire de la 405. Toi, j'aimerais bien avoir ton avis sur cette question. Qu'est-ce que t'en penses de toute cette histoire? Bah, pour moi, c'est rocambolesque parce qu'on savait très bien qu'il y avait un problème moteur sur la 405. Et à mon sens, bah, ils ont pas eu le temps de changer le moteur et ils ont évoqué qu'ils avaient. Oui, je pense pas qu'ils ont ils ont changé le moteur parce que ça serait vu avec les changements de carter et qui étaient poinçonnés. Mais je pense qu'ils ont pu refaire tout le moteur toute la nuit. Et ils ont évoqué que la voiture a été volée parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire toute la mécanique. Mais je voyais mal un Africain voler la voiture dans un garage où il y avait tellement de mécanos chez Peugeot. C'était un peu gros quand même. Mais bon, ça n'a pas marché, hein, de toute façon. À cette période-là, tu as aussi on va dire une petite mésentente avec un pilote qui s'appelle Gaston Rayet. Comment ça s'est traduit sur la course? Alors moi, j'avais que des mésententes. Hein. Il y a Hubert lui était très fâché et qui était vraiment... oui, je pense que la cohabitation entre Rayet et Auriol, ça n'a pas pu se faire. Parce que, bon, faut savoir que Gaston Rayet était quand même 2 fois champion du monde de motocross. C'est lui qui avait mis au point la BM. Enfin, plus ou moins, puisque Hubert avait aussi mis son grain de sel. Mais il y avait un conflit. Alors moi, avec Gaston, j'en ai voulu beaucoup quand il s'est blessé, quand Auriol s'est blessé et s'est cassé les chevilles et qu'il est passé devant et qu'il s'est pas arrêté. Je lui ai dit, mais c'est quoi cette histoire-là? T'es troisième, c'est pas parce que tu pouvais t'arrêter. Ah oui, mais je l'ai pas vu. Non, j'ai dit non, il y a un certain self, pas contrôle, mais il y a une entraide entre les motards. Et je peux vous dire que tous les motards, même si on est en tête, on s'arrête si notre vie est en danger. Il y a plus de course, il y a la vie de la personne. Et les Gaston n'avaient pas ce sens de s'arrêter quand on était blessé. Donc ça c'était pas bien. Paix à son âme. Les éditions suivantes, en 88, je crois que tu te blesses, tu as une grosse chute. Alors pas une grosse chute, non, pas une grosse chute, mais bon, je roule encore avec la NXR, bon, moi je suis encore dans le coup. Hein. Bon, j'ai eu des problèmes au début, j'ai eu une chute dans les dunes en Algérie où là j'ai perdu du temps, mais bon, il n'y avait pas encore dramatique, j'ai cassé un guidon, je suis rentré avec un guidon avec une main, donc j'ai perdu quand même pas mal de temps, mais bon, je remonte quand même le fil du temps, et puis une étape... je me brise les métacarpes dans tous les doigts de pied de pété. Et évidemment, j'enlève la botte, puis là, ça gonfle. Et bon, mon team manager me dit non. Je dis je vais continuer. Il me dit non, là, c'est bon, tu t'arrêtes. T'as rien à prouver. T'arrêtes. Bon, donc j'arrête par blessure. Quel souvenir de ce Dakar-là? Pas bon souvenir parce qu'il commence mal. Et puis je le sentais pas bien, et puis je me blesse. Je me suis pas blessé beaucoup de fois.
Bon, rien de dramatique, mais impossible à continuer, quoi. Bon, pas une bonne année. Et puis Chanconda, il y a des tensions. Ouais, ce que j'allais dire, c'est un peu la fin de ce chapitre, c'est ça? Ouais, il y a des tensions. Il commence à me dire oh oui, mais il est plus motivé. Je suis plus motivé, je me blesse. Donc, je sens des tensions. Et puis, là, oui, la tension, c'est qu'on se sépare et je pars pour Yamaha Italie. Bon, c'est pas la meilleure chose que j'ai fait. Hein, je repars sur un monocylindre, donc c'est n'importe quoi. C'est à ce moment-là qu'un autre pilote légendaire du Dakar, à savoir Stéphane Peterhansel, débute avec toi? Alors non, pas l'année suivante quand je roule chez Yamaha Italie, mais par contre, quand je roule chez Yamaha Italie, Jean-Claude Olivier s'aperçoit que finalement avec un mono, je fais encore des résultats. Et Jean-Claude Olivier vient de prendre notamment un Stéphane Peterhansel. Et Jean-Claude Olivier me fait appel pour que je roule avec Stéphane Peterhansel. Et là, on a un bicylindre, Yamaha. Et là, je retrouve une moto pour gagner. Et là, je suis motivé encore à fond. Et surtout avec un adversaire qui s'est avéré par le futur de choix, hein, puisque c'est Monsieur Dakar. Et là, on fait à mi-course, on est premier, deuxième. Donc, fantastique, quoi, ce que voulait Yamaha. Alors, je ne sais plus si c'est lui en tête ou moi, mais enfin, peu importe. Mais le lendemain de la journée de repos, eh bien, Stéphane se perd et déclenche la balise, donc ça veut dire hors course. Et moi, malheureusement, la boîte de vitesse se casse et mon porteur d'eau me donne pas sa moto, quoi. Moi, j'aurais pu prendre sa moto, ce qui était un braquage, hein, ce qui était pas, j'avais pas le droit, hein. Mais bon, il y a quelques pilotes qui l'ont fait. Et donc, j'attends l'assistance. Et là, c'est l'enfer. Donc, je prends 4 heures, 5 heures dans la vue. Donc, je sais que le Dakar est fini pour moi. Et donc, Jean-Claude arrive et nous dit, je comprends pas, je prends l'avion, vous êtes premier, deuxième. Il n'y a plus de pilote. Donc, on est déçus. Et moi, je dis, de toute façon, je repars plus. Il me dit, non, on reprend l'avion avec nous. Et on reprend l'avion tous les trois avec Stéphane et Jean-Claude Olivier. Tu t'es senti investi d'un rôle presque de transmission aussi de ton savoir à Stéphane à ce moment-là, parce que tu es déjà un pilote très expérimenté, lui il débute, mais il a tout de suite cette niaque et je crois qu'il te le dit, même je battrai ton record, de manière assez humble, mais il te le dit quand même. Oui, je m'aperçois que Stéphane va être un adversaire coriace puisque on fait 1 et 2 à mi-course. Mais bon, je pensais que ça pouvait être un coup d'éclat. Je savais pas qu'il avait cette volonté déjà de vouloir me battre mes victoires. Mais oui, non, je m'aperçois que c'est un mec très volontaire et très intelligent et qu'il a vite compris. Et puis j'avais vu qu'en enduro, il n'était pas encore champion du monde, mais il l'a été très rapidement. Et finalement, je refais pas un Dakar avec lui. Parce que je me dis, de toute façon, c'est un adversaire et dans la même équipe, ça va pas le faire. Et finalement, Cagiva, qui me voulait depuis des années, me fait tellement des yeux doux que je pars chez Cagiva et je regrette pas parce que c'était une moto mythique et je me retrouve aussi avec un adversaire coriace qui est Eddie Orioli, hein, qui a gagné aussi 4 Dakar à la suite. Mais là, je me bats encore pour essayer de gagner. Et puis malheureusement, la mécanique en fait autrement. C'est quoi le souvenir que tu gardes chez Cagiva? Parce que donc c'est la 900 éléphant. Bon, c'est 750, c'est pas celle-ci, mais c'est une moto vraiment mythique. Mais à côté de ça, Cagiva, et tu me dis si je me trompe, c'est quand même aussi des motos assez artisanales. En tout cas, tout ce qu'il y a autour par rapport à ce à quoi tu es habitué chez Honda, chez Yamaha. Alors oui, non, mais j'ai été assez bluffé. Quand je suis allé à Bologne, signer le contrat, ils m'ont fait visiter les usines, ils m'ont fait... Avant, d'ailleurs, de visiter, et j'ai vu qu'il y avait une ferveur vraiment incroyable et que les ingénieurs, les mécanos étaient voués à vouloir faire ce que voulait le pilote déjà. Et ça m'était jamais arrivé chez Honda. Chez Honda, on voulait toujours des choses, mais c'était, oui, peut-être, on va voir. Et puis on s'apercevait que c'était pas totalement ce qu'on voulait. Mais là, chez Cagiva, j'ai dit, mais moi, je monte sur la moto, mais il me faut ci, il me faut ça. Mais Cyril, demain, c'est fait. Et c'est vrai que j'étais resté le lendemain et j'avais vu qu'ils avaient moitié fait la moto.
Donc, ils avaient bossé toute la nuit pour m'adapter ma moto à ma taille. Donc là, j'ai compris qu'il y avait une volonté rage de vouloir faire les choses bien et comme on souhaitait nous. Et j'ai dit, bah, c'est une super équipe. Et puis, j'ai pas regretté parce qu'en effet, ils étaient voués corps et âme aux pilotes. On était des dieux vivants. On avait ce qu'on voulait. Ça allait jusqu'au massage, ça allait jusqu'à la nourriture, ça allait jusqu'à tout. Jusqu'à l'habillement, que j'avais une tenue que j'ai jamais eu aussi belle. Non, une tenue d'Ainès, les Italiens, c'est fabuleux. Donc non, tout était clean. Et puis je me suis aperçu que c'était important d'être bien habillé chez les Italiens. Donc non, je dois dire que j'ai pris mon pied. J'aurais souhaité gagner vraiment avec une Cagiva. Bon, j'ai pas pu le faire. Puis après, j'ai eu le déclic de dire, faut que tu arrêtes tout. Parce que tu prends trop de risques et puis tu as fait un enfant, donc c'est bon. Tu avais cette super relation aussi avec Eddie Orioli, avec qui tu étais très ami, je crois. Oui, exact. Finir cette année, justement, tu parlais de... Tu prends conscience des risques. Tu as un fils. C'est à ce moment-là que tu as un déclic, te dire, comme si tu ouvrais les yeux, tu dis, putain, mais c'est n'importe quoi, j'ai roulé à 200 sur une voie ferrée pendant 100 km, j'ai fait tout ça. Enfin, j'ai pris... à chaque fois, j'ai mis ma vie en danger. C'est étrange de faire le switch de c'est ok à c'est n'importe quoi. Bah non, et je regrette pas parce que bah, j'ai eu aussi des déclics qui ont été des déclencheurs importants. J'ai eu Jean-Michel Baron en 86 quand même qui est tombé, pas devant moi, mais qui est tombé dans le coma et qui en est resté pendant 10 ans. Donc ça a marqué. J'ai eu des André Malherbe qui sont restés légumes aussi, paraplégiques. Non, j'avais des exemples de pilotes de ma valeur qui ont eu des accidents et qui s'en sont parvenus. Donc à un moment donné, tu te dis, tu n'as pas l'impunité totale de toi étant pilote professionnel, il t'arrivera rien. À une époque, oui, on disait, nous, les pilotes pros, ça arrive qu'au poireau de se tuer sur la piste parce qu'ils ne sont pas préparés, parce que ceci, parce que cela. Mais à un moment donné, tu te dis... non, et puis j'ai bien fait parce que l'année où j'arrête, Gilles Allais se tue. Donc je n'ai absolument pas regretté d'avoir arrêté la compétition. Alors il est vrai que c'est très frustrant parce que le téléphone sonne plus, parce que l'argent n'est plus là, parce que la notoriété n'est plus là, et tout s'arrête d'un seul coup. Mais je me dis que la vie continue et que moi je me suis reconverti dans l'organisation de rallye et que je vais faire mon chemin là-dedans et que je vais prendre mon pied et c'est ce que j'ai fait et voilà. Est-ce que c'était pas justement plus facile parce que tu avais déjà commencé l'organisation de rallye quelques années auparavant, donc cette bascule, tu l'avais déjà un peu fait? Non, mais c'est vrai que j'avais déjà commencé ma reconversion 2 années auparavant et 3 années auparavant. En 87, on avait créé Tunisie avec mon associé et c'est vrai que j'avais déjà dans la tête une reconversion qui était sympathique, qui était de former des pilotes ou de faire venir des très bons pilotes sur des courses où j'allais adapter le règlement que je voulais, avec des conditions que je voulais, et avec le petit frère du Dakar qui a été le Tunisie. À ce moment-là, est-ce que tu ressens aussi les insurrections, en tout cas les premiers mouvements des médias qui s'insurgent contre le Dakar, qui traverse l'Afrique, ce contraste entre la pauvreté et, on va dire, un loisir, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas du divertissement? Oui, je l'ai vite compris, même avant. Hein. Quand je courais, hein, j'ai eu des interviews assez chaudes, notamment une avec un acteur que je nommerai pas, hein, qui avait fait Force Sagan, mais vous allez tout de suite comprendre qui c'était, hein, et qui commençait à critiquer le paddock, pourquoi on roule en Afrique, qu'est-ce qu'on va faire, et je lui ai gentiment dit, mais toi, ça te dérange pas quand tu as construit une suite royale à Force Sagan où il n'y a pas d'hôtel, et pour que tu aies ton bien-être, tu avais ta petite chambre et ton eau courante et ton eau chaude. Par contre, qu'est-ce que tu fais pour l'Afrique, toi? Dis-moi, explique-moi. Moi, je sais ce que je fais. Moi, voilà, je donne de l'argent avec la Fondation Balavoine en faisant véhiculer la moto de Thierry Sabine. Donc, je lui ai dit, toi, qu'est-ce que tu fais? Et Daniel, il faisait beaucoup de choses. Donc j'ai dit, on a repris le flambeau. On donne peut-être pas grand-chose, mais on monte des pompes pour le Sahel. J'ai dit, toi, au lieu de critiquer, fais quelque chose. Avec l'argent que tu gagnes sur des films, hein, fais quelque chose.
Tu parlais de la moto de Sabine, juste pour faire le lien. C'est la moto que t'as fait cadeau, qui était la moto avec laquelle il s'est perdu sur la course Abidjan-Nice. C'est bien ça? Oui. Bah, il faut savoir que cette histoire, je vais la raconter brièvement. Lors d'une reconnaissance du Dakar 86 en 85, Thierry Sabine, dans la frontière entre le Niger et le Mali, des militaires lui ont dit tiens, on a trouvé une moto. Il dit oui, mais bon, des motos, on a perdu pas mal. Et puis il va voir quand même la moto. Et stupéfaction, il tombe sur la moto auquel il s'est perdu 10 années avant. Et c'était sa moto. Et sa moto était laminée par le sable, elle était sablée comme on peut sabler un carter, elle était sablée de partout. Et là, il dit « Ah, mais je peux pas la ramener, je suis en 4x4, bon, ok. Les avions arriveront en 86, en janvier, et je la ramènerai. » Et donc, le jour J, il dit « Ouais, bah, ramenez la moto. » Il la ramène à Niamey, et puis finalement, à Niamey, il n'y a plus de place dans l'avion, il débarque la moto, et puis Suzanne, sa femme, lui dit « Mais cette moto, de toute façon, je préférerais qu'elle reste en Afrique. Je la sens pas. » Et puis, le lendemain, Thierry Sabine se tue en hélicoptère. Et Gilbert, c'est la provenance de cette moto, le lien que moi je pouvais avoir avec cette moto. Et en 86, au lieu de me donner une coupe, Gilbert me dit on t'offre la moto que Thierry avait fait l'Abidjan-Nice, où j'avais participé aussi. Et donc, je suis très très heureux. Alors l'anecdote, c'est qu'ils me disent oui, mais elle est en Afrique, hein. Ah, j'ai dit ok. donc bon, peu importe. Paris Match monte un coup et on va chercher la moto en avion, on ramène la moto, on fait un reportage et je ramène la moto. Et là, je décide de la mettre dans une bulle en altu-glace pour que personne ne la touche, personne ne la démarre. Et je la fais véhiculer pendant pas mal d'années où je récolte des fonds pour la fondation Balavoine. Elle était d'ailleurs à Rétromobile. Exact, elle était à Rétromobile et j'ai vu il y avait eu pas mal d'arrêts sur cette moto. Ouais, je te confirme, et je me suis arrêté longuement dessus. On parlait de l'organisation de rallye, donc tu commences en 87, notamment avec le rallye Tunisie. C'est là aussi où il y a le premier contact qui se fait avec Optique 2000. Je parle d'Optique 2000 parce que je pense qu'on associe beaucoup ça à Johnny Hallyday. C'est comme ça que s'est fait le lien? C'est grâce à moi que le lien s'est fait, puisque Optique 2000 a été mon partenaire à partir de 88 jusqu'à 2008, c'est-à-dire 20 ans. Et Optique 2000, on essayait de trouver toujours des moyens pour communiquer dans la grande presse. Alors, comme on n'était que le petit frère du Dakar, c'était toujours difficile. Mais là, j'ai eu une idée, connaissant André Boudou, qui est le père de Laetitia. J'ai demandé à Laetitia de venir être la marraine d'une opération que faisait Optique 2000, qui était l'opération des lunettes des enfants des sables, puisqu'on offrait des lunettes à tous les enfants de Tunisie qui ne possédaient pas de lunettes de vue, hein, et on adaptait des lunettes de vue neuves pour donner à un bon nombre d'écoles. Et Laetitia est venue pendant 3 ans. Et Laetitia, j'ai dit un jour, mais ça serait bien que Johnny vienne faire le rallye. Il me dit, écoute, je t'organise un déjeuner, et puis pourquoi pas. Et elle m'a organisé un déjeuner avec Johnny, et j'ai pas eu beaucoup de mal à convaincre Johnny à lui dire, je te fais faire le Tunisie, tu t'occupes de rien, je m'occupe de tout. Il me dit ok, pas de problème. Et on a fait venir Johnny, bien évidemment, avant le rallye. On lui a fait faire des essais. Et bien sûr, on l'a fait au marquage d'Optique 2000. Il nous a dit ouais, pas de problème. Et il a fini son rallye de Tunisie. On lui a fait faire 2 rallyes de Tunisie, un rallye du Maroc, notamment un autre du Maroc avec David qui participait aussi en voiture. Donc il y avait toute la famille, le fils, le père qui faisait le rallye de Maroc que j'organisais. Et puis après, il a fait bien évidemment le Dakar avec René Medj, auquel j'étais un peu caution. Et puis c'est moi qui ai monté le coup qu'il soit ambassadeur avec Optique 2000. Regarde, quel souvenir de tout ça? Très ému parce que c'est une star que j'aurais aimé connaître et que j'ai connue vraiment dans des conditions super parce qu'on était devenus potes, quoi. Parce que quand Johnny aimait une personne, c'était si on ne faisait pas de crasse, et c'était tout pour de la vie. Et moi, je pouvais me permettre d'appeler Johnny. J'étais invité sur son bateau, j'étais invité à la Lorada, j'étais invité à Marne-la-Coquette bouffer chez lui. Non, et puis il faut savoir que
Dans les derniers jours de sa vie, j'avais une compagne qui avait un resto à Marne-la-Coquette. Il venait tous les jours, ou pas tous les jours, mais souvent déjeuner à Marne-la-Coquette où il me dit qu'est-ce que tu fous, Cyril, t'es pas là, il m'appelait, tu fais chier, tu viens bouffer avec moi. Donc c'était super. Est-ce que dans l'organisation de tes rallyes, le fait que tu as gagné 5 Dakar avant, tu as une vision des roadbooks, une connaissance de la navigation qui est très importante, est-ce que tu n'as pas eu une manière un peu de réinventer aussi le genre finalement? Alors, si, je l'ai fait par rapport à l'organisation que j'avais, et j'étais très, très méticuleux et très, très pointu sur la création du roadbook, puisqu'il faut savoir que c'est moi et un collaborateur qui faisions le roadbook. Et je pense que j'ai apporté un petit peu de patte à de la modernité. Et puis j'écoutais aussi les pilotes, les copilotes qui me donnaient des conseils. Alors on faisait partie en plus de la Coupe du Monde des rallyes et raids avec nos 2 épreuves. Donc on jalousait un peu tout le monde. Donc on se devait de faire des roadbooks super précis. Et comme on a eu la chance dès le premier rallye d'avoir la confiance des usines auto-moto qui venaient, donc je ne pouvais pas me permettre de faire une fausse note. Donc j'essayais de bien professionnaliser le roadbook. Je dirais que c'est une des choses qui explique le fait que dans le début des années 2000, vous êtes presque plus gros que le Dakar même. Oui. De l'année 2000, on était 800 au bivouac. Hein. C'était la folie. On était de 280 motos, 170 voitures, 80 camions. Oui, on a explosé là. On a explosé totalement. En plus, l'avenue de Johnny, ça a explosé et tout le monde s'était dit il faut faire le Tunisie. C'était l'épreuve à faire avant forcément le Dakar. Toi, à quel moment tu te dis est-ce qu'il y a eu un espèce de cran d'arrêt où tu t'es dit, même l'organisation, je vais le repenser? Parce que je crois que malheureusement, c'est comme dans toute course. En tout cas, des courses de rallye raid, il y a aussi les blessés, les morts qui sont pas jamais très loin. Ça, t'as eu une vague qui t'a un peu choqué? Oui, le Tunisie, j'ai été marqué au fer blanc, au fer noir, rouge plutôt, par des décès de motards. Et il est vrai que j'organisais pas ces rallyes pour que des motards ne reviennent pas. Donc ça a été un choc pour moi et ça a été un peu poignant. Alors c'est pas pour ça que j'ai arrêté, c'est pour des raisons autres que mon associé est décédé et que je l'ai fait 2 ans seul et puis après j'ai dit qu'il fallait savoir s'arrêter aussi et j'ai eu l'opportunité de pouvoir bien le vendre, donc je l'ai bien vendu. Mais non, j'ai été marqué par ces décès de motards et puis par un des premiers décès qu'il y a eu en voiture aussi, que j'ai eu droit, et qui était un super bon copilote, qui était Henri Magne, qui s'est tué sur le Maroc en voiture. Donc, oui, à bord d'une voiture. Et là, on a tout de suite mis en cause le roadbook, puis on a dit finalement, non, le roadbook était bon, et c'était une faute de l'équipage. Comment tu fais pour pas te sentir responsable? C'est possible, dans le sens où tu te dis, est-ce que mon roadbook était pas trop compliqué? Est-ce que la course n'était pas trop dure? Je pense à des motards qui sont peut-être morts d'anémie, de fatigue, mal préparés, enfin, peu importe la cause. Est-ce que tu arrives à te dire, c'est une conséquence malheureuse, mais j'ai fait le process correctement? Je me suis posé la question, oui, non, ça a été quand j'ai eu notamment deux motards qui sont tués, qui sont morts pas de soif, mais qui sont morts d'anémie, c'est-à-dire d'hyperthermie plutôt, d'hyperthermie. On s'est dit, on n'aurait peut-être pas dû faire partir cette course, il faisait trop chaud. Alors c'est vrai qu'il y en a eu 2 sur 200, 300. Ils étaient peut-être mal préparés, mais c'est toujours un choc et ça a été très difficile pour moi d'annoncer le décès. Mais bon, c'est pas moi qui le faisais, mais même, j'ai vu les familles, c'est très très difficile parce que j'étais le motard emblématique, les motards venaient souvent parce que j'étais là, et de ne pas ramener des motards, ça m'a toujours marqué. Et c'est vrai que on m'a posé des questions, pourquoi maintenant j'organise plus de courses en moto? Ça fait notamment pour ça. C'est une des raisons. Là maintenant, tu organises des rallyes plus historiques avec Aurélien, qui a été un peu mon complice d'ailleurs pour préparer cet épisode, parce qu'il était très content que tu passes dans la boîte à gants. Je crois que c'est un fidèle auditeur, donc je le salue.
C'est quoi un petit peu ces rallyes que tu organises avec Aurélien? Alors moi, depuis 12 ans maintenant, on organise des rallyes classiques, ce qu'on appelle classiques, c'est-à-dire ce qu'on peut voir à Rétromobile, hein. C'est des voitures d'exception, des belles voitures. Et puis ça a le nom de rallye, mais on est plus des rallyes touristico, gastronomiques, je dirais. On veut faire découvrir à des possesseurs de belles voitures, aussi bien classiques que prestige. On a une petite catégorie aussi où on accepte des belles Ferrari ou des belles McLaren. Des belles régions en France ou à l'étranger, et puis dans des beaux hôtels, et où on fait parcourir entre 200 et 350 km par jour à une belle clientèle qui se fait plaisir avec des autos. Et puis on a quand même une petite connotation sportive, puisqu'on fait des spéciales de régularité, où là, mon ami Aurélien excelle, et c'est lui le chef d'orchestre pour organiser ces rallyes de régularité, ces spéciales de régularité, où notamment au Maroc, on en fait 4 par jour. Et là, on a un classement digne de ce nom où on a de la régularité. Et on s'aperçoit que bon nombre maintenant de personnes aiment ce style de régularité, puisqu'ils se disent la vitesse, c'est pas mon truc, mais être le plus régulier possible, c'est des challenges assez intéressants. Et si on donne un petit peu de piment à une régularité un petit peu pointue, je dois dire que moi aussi, je me suis mis, c'est assez compliqué et c'est ardu à faire et c'est intéressant. J'ai l'impression quand je t'écoute que tu as très peu de regrets. Tu as vécu une vie pleine, tu t'es laissé porter par les différents chapitres. Mais est-ce que finalement il n'y en aurait pas qu'un seul de regret? C'est cette transition, on va dire, qui s'est malheureusement jamais faite entre le 2 roues et le 4 roues. Pense évidemment à un Stéphane Peter Hansel qui a gagné Monsieur Dakar parce qu'il a gagné sur 2 roues, sur 4 roues. Est-ce que toi, ça reste un regret, le fait que ce soit pas passé comme tu le voulais? Oui, je vais être franc, c'est un regret, oui. Oui, mais bon, après, dans la vie, il y a des choix, et j'ai fait le choix d'être resté organisateur et de chercher de l'argent dans l'organisation. Alors, c'est vrai que j'ai eu cette bascule d'avoir une bonne voiture. J'ai roulé avec une Seat Toledo à l'époque, dans les années 95, 94. Où ils m'ont fait confiance et j'avais un super copilote qui était Jean Da Silva, qui avait gagné le Dakar. On a prouvé qu'on pouvait rouler, puisqu'on a fait 4e et 5e de la Baja espagnole et espagnole. On était mélangé à l'époque entre les Mitsubishi et les Citroën, c'est-à-dire les 2 teams officiels. Donc on était mélangé entre ces 2 teams. Et puis malheureusement, ils ont décidé de ne pas faire le Dakar. Et là, j'ai dit retrouver quelque chose. Après, j'ai fait des courses avec le buggy bourgoin, qui était un bon buggy, mais il n'y avait pas les moyens qui poursuivent. Et puis après, j'ai décidé de dire, bon, ça sert à rien de persévérer si c'est pour être avec une mauvaise voiture et faire un mauvais résultat. C'est pas que j'avais la grosse tête de dire, tu vas absolument gagner tout de suite le Dakar. Non, je savais qu'il fallait que j'en fasse 2-3, comme a fait Stéphane, pour avoir l'expérience. Parce que de toute façon, en plus, le Dakar, en voiture, on sait très bien que c'était un binôme, hein. C'était pas que le pilote. Il fallait avoir un super navigateur. Bon, moi, j'avais un bon navigateur à l'époque. J'aurais pu performer. Bon, c'est comme ça. On l'a pas fait. Je ferai peut-être le Dakar en SSV avec mon fils, mais pas pour gagner. Est-ce que c'est pas aussi un petit regret parce que tout le monde t'associe à la moto, mais tu es aussi un passionné de voitures et de voitures de collection. Cette passion, tu en as hérité de ton père. Je crois d'ailleurs que tu as encore quelques voitures de ton père. Tu me parlais d'une DS Chaperon, c'est ça? Oui, c'est vrai que j'ai baigné comme je vous l'ai dit au début, dans la résine, puisque mon père faisait de la résine avec ses canoës-kayaks, mais j'ai vu passer des Mustangs, j'ai vu passer des Corvettes dans le garage de mon père. Et c'est vrai que les premières primes que j'ai gagnées du Dakar, j'ai investi dans des voitures classiques, ce qui me permet d'avoir un petit patrimoine de belles voitures. Et puis quand mon père est décédé, bien sûr, j'ai hérité de cette DS Chaperon et que je conserve bien sûr avec amour. Qu'est-ce que tu as comme voiture alors maintenant? Alors c'est un petit peu atypique parce que je crois que j'ai une marque de chaque nationalité. Alors en américaine, j'ai une Corvette C1 notamment. En français, j'ai une DS Chaperon cabriolet. En allemande, j'ai une Porsche 2 litres, une 69, une Targa. Et puis en italienne, j'ai une petite Fiat Dino avec le petit moteur Ferrari. Et puis qu'est-ce que j'ai? Une japonaise, bien sûr. J'ai une Honda S800. Voilà. Ouais, donc t'as vraiment des goûts très éclectiques, quoi.
Bah déjà les cabriolets toutes, et puis je me suis dit il faut en avoir une marque de chaque pays. Et au niveau des motos, là, tu sais, on est entouré, donc on est chez ton ami aujourd'hui, qui nous prête ce lieu, d'ailleurs, un grand, grand merci. On est entouré de tes motos. Quelle moto t'as envie de garder et quelles peut-être t'ont moins marqué? C'est quoi un petit peu tes choix dans celles que tu gardes et celles que tu mets de côté, on va dire? Oh non, j'en mets aucune de côté parce que quand on a fait entre 10 et 15 000 km les fesses sur une moto, je peux vous dire que on la cajolait, on lui parlait. Moi, je parlais à ma moto. Hein. J'étais un cinglé à parler à ma moto. Et je lui disais, mais aujourd'hui, ça va super mal marcher, tu vas pas tomber en panne, hein, on va pas crever, on va tout faire pour que ça marche. Hein. Et non. Alors évidemment, j'ai des coups de cœur pour celle avec qui j'ai gagné parce qu'il y a encore un petit plus. Mais toutes les motos que j'ai là du Dakar, malheureusement, j'en ai que 9 sur 13. Alors si les 4 autres, je pouvais les avoir. Tu sais où elles sont? Bah, pas toutes, non, mais il y en a, je sais, mais j'essaye de les chiner. J'essaye de les chiner parce que ça me ferait plaisir d'avoir les 9. Les 13, pardon. Donc on passe le message, si tu peux récupérer les 13 motos à force, ça serait un beau cadeau. Ça serait génial. Il faut faire du lobbying auprès de ceux qui les ont en fait encore. Ouais. Mais c'est pas facile, il y a des collectionneurs aficionados, hein. J'en connais un, ouais, j'ai une petite idée. J'ai toujours une question un peu rituelle pour finir un épisode. Elle va te paraître totalement bateau, mais des fois elle fait ressortir beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que ça soit d'un point de vue d'organisateur, d'un point de vue personnel, ce que tu veux. Bon, de vivre comme j'ai pu vivre, c'est-à-dire de ma passion, comme tu as pu le comprendre. J'ai eu la chance d'être passionné très vite et de réussir ma carrière en moto. Après, je l'ai fait en tant qu'organisateur, et puis là, je le fais en tant qu'organisateur. Donc, moi d'organiser encore des rallyes pendant pas mal d'années, ça me convient, tant que j'ai la forme physique déjà. Je pense que c'est le physique qui fera beaucoup de choses, et puis d'avoir une vie bien remplie avec des potes, et de faire encore le con sur la moto, ça me paraît encore évident. Donc, je le fais. Moins vite, moins longtemps, mais je roule encore en moto et je me fais plaisir en voiture, de temps en temps sur des circuits, de temps en temps avec mes vieilles voitures. Donc ça, et puis d'être avec des potes, ça n'a pas de prix. Tu parlais de faire le Dakar avec ton fils en SSV. C'est quoi un peu ta vision d'ailleurs du Dakar actuel? Parce que tu as connu la genèse, les tout débuts, et maintenant, qu'est-ce que tu en penses de ce que c'est devenu? Alors, je critiquerai pas, ça a évolué par rapport au temps et à la conjoncture et par rapport à toute l'évolution qui a pu y avoir économique et géopolitique. Hein. Donc, bon, c'est devenu un sprint, c'est plus devenu une histoire d'hommes, c'est devenu une course à l'état pur avec que des professionnels. Alors, c'est ce que je regrette un peu. L'amateur a plus trop son sens. L'amateur ne peut plus gagner une spéciale, c'est plus possible, ce qui pouvait être facile à notre époque. Alors, je critique pas assez. Et puis, bon, ils ont trouvé un pays qui est fabuleux par rapport au terrain. Après, c'est pas le pays que je préfère, par rapport à plein de choses. Mais par contre, l'évolution du matériel a énormément évolué. Alors, ils ont des petites motos maintenant fabuleuses, hein, des petites 450, c'est une moto de cross pratiquement, hein, par rapport à tout ce qu'on peut voir là. Et puis les voitures, c'est plus des voitures, c'est des camions. Donc, mais bravo, ça fait évoluer encore la technologie. Et je dis super. Et puis, bah, on a pu voir que maintenant, tous les pilotes avec des airbags en moto. Je dis bravo, ça c'est super. Ils ont amélioré la sécurité et il était temps. Il était grand temps d'ailleurs que ça se fasse et je pense que ça a mis beaucoup plus de temps que ce que ça aurait dû. Mais bon, c'est fait et je dirais que c'est une belle course, mais qui n'a plus rien à voir et ça me fait sourire quand on voit un lobe dans une tente, une nuit, ça me fait bien sourire. Tu vois ça comme une course presque différente finalement? Bah totalement, oui. Il couche plus par terre, mais bon, ça a évolué, peu importe. Mais ça reste des beaux champions. Merci pour tout ton temps, Cyril, et merci pour ce cadre qui est exceptionnel, toutes ces histoires folles. À très bientôt. Merci, à très vite. Salut Cyril.